octane de l'ensemble des nuisances. Et les 4 impacts, c'est ce que j'ai écrit à droite, là. Il y a une désaffection pour les modes non motorisés, c'est-à-dire les modes actifs, marche et vélo, hein, pour dire simplement. Une diminution des relations de voisinage, on ne traverse plus la rue, on va plus voir le voisin parce que c'est insupportable, non pas le voisin, mais l'environnement pour y aller. On dégrade la santé, ça dégrade la santé humaine de plein de façons différentes, et puis ça dégrade finalement le cadre de vie lui-même, là encore de plein de façons différentes. Et c'est cet ensemble d'impacts indirects à cause multiples et liées qui fait que beaucoup de ménages, par exemple, ont fui en périphérie pour ne pas que leurs enfants vivent dans des conditions de pollution, de bruit, d'accidents, etc., dans des conditions de vie trop dégradées. Passons maintenant à un troisième volet, après l'effet de serre, après les nuisances, l'épuisement des ressources naturelles. C'est encore, ça peut être classé dans les nuisances, mais c'est un chapitre un peu particulier que j'ai particulièrement travaillé pour vous aujourd'hui, parce que je pense que ça n'est pas assez, et que c'est en fait, et puis qu'il y a en fait un gros couvercle là-dessus. Le parc automobile mondial, voilà, ne cesse d'exploser, de croître. Nous avons déjà à peu près aujourd'hui 1,2 milliard de voitures. On va se discuter, vers 2 à 3 milliards en 2050. Et on est encore loin du standard français. En France, nous avons une voiture pour 2 habitants. C'est-à-dire, comme il y a 66 millions de Français, il y a 33 millions de voitures. Le parc automobile français, c'est 33 millions de voitures à peu près. Si dans le monde entier, on avait autant de voitures qu'en France, il y aurait donc 5 milliards de voitures. Parce qu'on va vers les 10 milliards d'habitants en 2050. Donc, 5 milliards. Mais attendez, ça c'est uniquement le taux de motorisation, on dit le taux de motorisation français. Si on prend le taux de motorisation américain, c'est pas x4, on ne multiplierait pas par 4 le parc automobile actuel, mais par 6. Bon, évidemment, c'est clair que c'est pas viable. Mais ça ne suffit pas de dire ça, je vais vous prouver un peu plus. Alors déjà, qu'est-ce qu'il y a dans une voiture? Figurez-vous qu'une voiture pesait dans les années 60 800 kg. On le sait par une statistique passionnante. C'est l'Argus, vous savez, ce magazine-là qui s'appelle l'Argus, et comme son nom l'indique, et qui publie régulièrement les valeurs Argus, on s'appelle comme ça parce que c'est ce magazine qui le fait, des véhicules d'occasion. Eh bien, l'Argus a une statistique qui a commencé en 1953 et qui a toujours mené de la même façon sur les caractéristiques de la voiture moyenne, c'est-à-dire une voiture, les caractéristiques de la voiture qu'achètent les Français en général. Bon, évidemment, c'est une péréquation des ventes, c'est une moyenne totale des ventes. Et eh bien, elle faisait donc 800 kg seulement, la voiture, en 1960. Elle fait 1,3 tonne aujourd'hui. OK? Et ce n'est pas fini, car la voiture elle seule utilise en plus 7 à 10 tonnes d'équivalent matière première. Qui a fait ce calcul? Ce n'est pas des rigolos, c'est le Conseil général du développement durable, un organisme de l'État, qui fait ce qu'on appelle une comptabilité matière, hein, de tout ce qu'on consomme en France, et qui, pour la voiture, c'est eux qui publient ça, hein, je n'invente rien. Donc, pour fabriquer une voiture, on utilise en fait 7 à 10 tonnes d'équivalent matière première. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'évidemment, pour fabriquer une voiture, il faut construire des usines qui utilisent des matières premières. Il faut des transports de pièces, etc., qui utilisent des matières premières, etc. Donc, c'est cette comptabilité-là, complexe à faire, mais qui aboutit à ce résultat. Donc, une voiture, quand vous voyez passer une voiture dans la rue, en fait, c'est 10 tonnes de matériaux qui ont été mobilisés pour que cette voiture circule.
Et je ne parle pas des autoroutes, ou de la voirie. Ça, c'est encore autre chose. Il faudrait rajouter tout ça. Je n'ai pas réussi à avoir ces chiffres, d'ailleurs. Enfin bon, j'ai mal cherché. Alors, continuons. Il y a une très grosse pression qui ne cesse de s'accroître sur les métaux. L'extraction des métaux explose là, ces dernières décennies. Et aujourd'hui, autrefois on utilisait une dizaine de métaux, pas plus. Aujourd'hui, on utilise une cinquantaine. Voilà, c'est très simple. Presque tous les métaux sont aujourd'hui mobilisés. Dans le tableau périodique de Mendeleïev, vous connaissez peut-être, vous vous rappelez peut-être vos cours de chimie, du secondaire. Eh bien, on utilise de plus en plus tout ce qu'il y a dans ce tableau des éléments de base, pour accroître les performances. Par exemple, le néodyme permet de faire des aimants plus efficaces dans les moteurs électriques, des choses comme ça. Le néodyme, c'est un de ces très nombreux éléments, je ne peux pas rentrer dans le détail. Je ne suis pas du tout spécialiste de ça. Alors, pour extraire tous ces métaux, il faut des gisements de plus en plus difficiles à exploiter, car les gros gisements, ceux qui sont accessibles, tout ça, ils sont en train de s'épuiser. Prenons le cuivre, il y a d'énormes mines de cuivre au Chili, par exemple. Voilà, elles sont faciles à exploiter, mais elles s'épuisent. Donc on est en train de taper déjà dans des mines plus difficiles d'accès. Donc ça augmente le coût. Et ça rend plus difficile l'extraction. Et puis ces métaux sont de plus en plus difficiles à recycler, parce que qui dit métaux, vous dites, bon, recyclage, c'est tout simple, il n'y a qu'à recycler. Ah non, c'est pas si simple. Le recyclage en lui-même est de plus en plus difficile et de plus en plus coûteux. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a des usages dispersifs des métaux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les métaux, que vous le vouliez ou non, s'usent. C'est d'où la source des métaux lourds dans la nature. Mais c'est aussi, c'est pas que l'usure, c'est aussi le fait qu'il y a des métaux, par exemple, prenez la peinture blanche. La peinture blanche, beaucoup de voitures sont blanches parce que ça se revend plus facilement. La peinture blanche utilise des oxydes de titane. Personne ne récupère jamais ce titane. Ce serait beaucoup trop compliqué. Le titane, il est dispersé dans la peinture. Donc voilà, quand on aura tout repeint en blanc, le monde entier en blanc, il n'y aura plus de titane un jour. Vous vouliez ou non, vous ne récupérerez pas ce titane. Et puis il y a des alliages de plus en plus sophistiqués qui fait que c'est très difficile, ça devient de plus en plus difficile de dissocier les métaux dans des alliages complexes. On peut y arriver, mais alors à un coût exorbitant. Je suis aussi économiste. Donc pour moi, ça parle. C'est-à-dire que, en fait, tout est possible techniquement, oui, mais il y a des coûts derrière. Et on ne peut donc pas faire tout ce qu'on veut, c'est pas vrai. Parce que ça devient trop coûteux à la fin. Bien. Et c'est pas fini. Des dégâts miniers considérables. Là, on vient d'avoir, en octobre 2021, est paru un rapport de Systex. Systex, c'est une ONG spécialisée dans l'extraction l'extraction en général et des métaux en particulier. Le premier rapport, il y a un deuxième en préparation, il est extraordinaire. En gros, ils disent que l'industrie minière ne sera jamais verte. On nous dit qu'il n'y a qu'à faire attention et on pourra faire une extraction propre. Et ils démontrent par A plus B, et c'est pas des amateurs, ils regroupent dans cette association des ingénieurs spécialistes des mines. Des gens, en fait, ce sont des ingénieurs qui n'en peuvent plus du greenwashing et qui disent mais non, nos mines polluent, quoi. Bon, voilà. Et ils le prouvent. Et ils expliquent que, par exemple, il y a une très faible teneur en substances d'intérêt dans les minerais, et qu'il faut toujours, et que c'est toujours associé à d'autres métaux ou métalloïdes, et dont certains sont vraiment dangereux, comme l'arsenic, l'antimoine, le plomb, le mercure, le cadmium, le chrome. Bon, bref, ça pollue énormément les mines, et inévitablement, et de plus en plus, parce qu'on tape justement dans des gisements qui sont de moins en moins purs.
Tout est de plus en plus mélangé. Donc en fait, non seulement les mines ne seront jamais vertes, mais elles seront de moins en moins vertes. Bon, donc vous m'avez compris, pas terrible. Le bilan n'est pas terrible du tout. Le bilan de la voiture, c'est qu'elle a évidemment des vertus. Je ne suis pas en train de nier ses vertus. C'est extraordinaire, la voiture. Donc, je peux vous faire tout l'argumentaire publicitaire autour de la voiture qui est largement vrai, quoi. C'est-à-dire, effectivement, plus de liberté, du confort, une facilité d'usage, polyvalente, on peut l'utiliser pour tout, pour pas mal de choses. C'est agréable, c'est même ludique. La vitesse, c'est grisant, enfin, etc. Vous voulez que je peux continuer comme ça toute la soirée, vous faire l'éloge de la voiture, ok? Donc je ne suis pas en train de nier ça. Je dis qu'à côté de ça, qui est tout à fait vrai, il y a des petits problèmes, quoi. Et il y a des nuisances, on veut ou non, qu'est-ce qui se passe? Oui. Il ne faut pas faire mettre à jour maintenant. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut aller dans le menu. OK. Non, parce qu'OK, il va faire la mise à jour, je pense. Soit fermer la croix en haut. Aidez-moi parce que j'ai... On ne peut pas la fermer, la croix. Ou dans le menu déroulant, lui dire de ne pas la faire maintenant, parce qu'il va couper l'ordinateur sinon. Moi, je saurais. Appuyer sur la petite... Ça risque de recommencer. Donc je résume, la voiture c'est un énorme gâchis de ressources. Il faut le dire comme ça, quoi, parce que c'est vrai, c'est pas exagéré. C'est une réalité simple à dire, qu'il faut voir en face simplement. C'est aussi beaucoup de nuisances, on l'a vu, on est loin d'avoir fait le tour des nuisances. Et puis c'est des émissions de gaz à effet de serre, c'est pas le moindre des problèmes. Okay. Donc face à tout ça, une conclusion s'impose. Une mobilité fondée sur l'usage généralisé de l'automobile n'est pas durable. Voilà. Bon, donc, alors la plupart d'entre vous, vous en êtes peut-être déjà persuadés, vous avez la démonstration désormais. Mais tout dépend de l'horizon considéré. Et là, évidemment, il y a un enjeu. À l'horizon 10 ans, mais la voiture, ça peut continuer. 10 ans, oui, ça, je pense sans problème. Enfin, sans trop de problèmes visibles. Quoique, c'est pas sûr. On va commencer à voir poindre des trucs, hein, quand même. À l'horizon 30 ans, c'est déjà beaucoup plus discutable. À l'horizon 50 ans, c'est sûrement faux. C'est-à-dire que la voiture ne sera pas durable. À quel horizon exact, je n'en sais rien. Mais ça arrivera de toute façon, ce qu'on le veuille ou non. Donc évidemment, après, le plan de raisonnement, on dit forcément, n'attendons pas d'être au pied du mur, essayons d'anticiper un peu. Donc on va passer aux solutions. Je ne sais pas du tout, je suis trop long, je sais. Une question de méthode sur les solutions. Et vous allez voir, ça décoiffe. Il est toujours plus efficace de traiter le problème à la source plutôt que d'utiliser des palliatifs. Je vois des gens qui prennent des notes. Évidemment, je donnerai ce PowerPoint pour vous. Bien entendu. Donc, traiter les problèmes à la source, mais ça veut dire quoi? S'il s'agit de réduire le trafic auto, c'est de réduire directement le trafic auto, bien entendu. C'est ça. Ça va être forcément plus efficace que de trouver un palliatif. Alors, quel palliatif? En fait, il y en a énormément des palliatifs. Alors, on va passer quelques-uns en revue, ça va décoiffer. Le télétravail. Vous croyez que c'est... il n'y a qu'à mettre les gens en télétravail en ce moment, progresse avec la crise sanitaire. Donc on se dit, si tous ceux qui peuvent télétravailler, c'est pas tout le monde, mais télétravaillent 1 ou 2 jours par semaine, voire 3 jours par semaine, ça devrait quand même faire moins de trafic. Eh bien non. Et on a des résultats de recherche absolument solides là-dessus. Les gens en profitent pour habiter plus loin, pour travailler plus loin, conformément à ce qu'on a déjà vu avant. Et c'est bien démontré. Et c'est même plutôt négatif, le télétravail. Pourquoi? Parce que si on habite plus loin, on travaille plus loin,
et bien souvent c'est plus difficile de faire ça en transport public, et donc on va plutôt faire ça en voiture. Donc c'est même, hein, selon une étude très fouillée anglo-saxonne, parue dans une des meilleures revues en 2019, je crois, ce serait même plutôt négatif. Alors, il y a d'autres études, etc., mais la tonalité globale de ces études, c'est que ça a un impact à peu près nul. Désolé, hein, je viens d'enfoncer alors que tous les journalistes, énormément de gens vous disent télétravail, c'est tout bon pour la planète. Ben non. Transport public gratuit. Donc je pense que la grande majorité de la salle est absolument pour. Et là, c'est pareil. Et ça fait pas plaisir. Et parce que je l'ai démontré, voilà, je suis ostracisé désormais par un certain nombre de gens qui pensent que Errand, il a osé dire que le transport public gratuit, c'est pas si simple. Alors je vais l'expliquer en 2 mots. Donc j'ai fait tous les calculs pour Dunkerque. À Dunkerque, la gratuité a permis de réduire le trafic auto de 3%. Mais, attention, c'est présenté comme ça, mais c'est faux. Déjà, c'est même pas présenté comme ça, mais moi je le présente comme ça, mais en réalité, c'est la gratuité et la refonte du réseau de bus. Et en fait, on peut dissocier les deux. Qu'est-ce qui relève de la gratuité, qu'est-ce qui relève de la refonte du réseau? Et bien, on sait que c'est 42% la gratuité, 58% la refonte du réseau. C'est pas moi qui ai fait les calculs. Il ne faut pas m'accuser de grossir les choses. Donc, en fait, la gratuité permet de réduire de 1,4% le trafic auto à Dunkerque. Ok? À peu près, malheureusement, ça ne s'était pas prévu. Ça réduit aussi d'à peu près 1,4% les déplacements à pied. Ah, flûte alors. Et à peu près, tenez-vous bien, oui, parce qu'il faut, voilà, à peu près de 7% les déplacements à vélo. Oui, parce qu'ils n'ont pas on se dit, flûte alors, c'est dommage, etc. Alors, la ville n'est pas stupide, elle ne veut pas admettre mes chiffres, mais enfin, quelque part, elle se rend bien compte qu'il faut faire quelque chose. Donc, parallèlement au développement du transport public gratuit, elle a mis en place une politique vélo pour essayer de contrer cet impact négatif sur le vélo. Et elle y arrive. Je ne suis pas en train de dire que... heureusement, si elle a une politique de développement des aménagements cyclables, etc. Donc, elle essaie de muscler un peu la politique vélo, et elle devrait réussir à compenser cette baisse liée à la gratuité. Bon, ensuite, donc j'essaye d'être honnête surtout, oui, j'essaie de ne pas aggraver, enfin, de dire ce qui est positif quand même dans la politique de la ville. Ensuite, il se trouve que les bus utilisés par la ville, c'est des bus diesel. Bus diesel, ça pollue un peu moins par personne transportée, ça pollue à peu près 2 fois moins seulement que la voiture par personne transportée. C'est pas moi qui ai fait les calculs, c'est l'ADEME. Okay. Ensuite, mais s'ils sont pleins, c'est mieux. Donc ils polluent alors 3 fois moins en fait, parce qu'ils sont 50% plus pleins. Enfin, bref, donc au lieu de polluer 2 fois moins, ils polluent 3 fois moins. C'est déjà bien, non? Oui, mais comme il y a du trafic induit, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne circulaient pas avant, qui maintenant circulent en bus, et qu'il y a des piétons qui ne polluaient pas et des cyclistes qui ne polluaient pas, qui maintenant polluent, vous faites le calcul global, on arrive à peu près à un impact à peu près nul sur les émissions de gaz à effet de serre et la pollution. Bon, alors moi je suis désolé enfin, je veux dire, je ne cherche pas à torpiller cette mesure qui a, je dois le dire, qui a des avantages, bien entendu. L'accès est beaucoup plus facile pour les personnes à faible revenu, etc. J'arrive le détail, mais donc je ne suis pas contre la gratuité, ce n'est pas la question. La question, c'est de savoir est-ce que ça a un impact positif sur l'environnement, oui ou non. Non, voilà, c'est tout, non. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pas d'impact positif, donc c'est un résultat de recherche. Je ne cherche pas à couler cette mesure, je constate que c'est le cas.
Le covoiturage, même chose. Même chose. Donc, vous voyez, d'ailleurs, je ne m'occupe pas que du transport. Il y a des gens qui m'ont dit vous faites une fixette sur le transport public gratuit. Pas du tout, je regarde toutes les mesures. Bon, passons au covoiturage. Covoiturage longue distance, il a pris surtout des clients Blablacar, a pris surtout des clients à la SNCF, qui a d'ailleurs réagi en créant Ouigo. Vous savez, c'est trains low cost, et qui a d'ailleurs effectivement réussi à regagner un peu de part de marché. Donc c'est d'abord et avant tout les transports publics que le covoiturage longue distance a concurrencé. Pour le transport public, le covoiturage courte distance, c'est la même chose. C'est à nouveau le transport public qui est concurrencé. En fait, il y a plein de gens, par exemple au niveau d'Île-de-France, c'était étudié de près. En fait, qui sont les covoitureurs du quotidien? C'est les gens qui n'en peuvent plus de la promiscuité, de l'entassement dans le transport public, et qui cherchent quelqu'un qui veut bien les prendre en voiture, parce qu'eux-mêmes n'ont pas de voiture. Donc, est-ce que ça enlève du trafic auto? Non. C'est tout, quoi. Ça enlève en fait des usagers du transport public. Dans des trucs bondés, dans des RER bondés, après tout, c'est pas un grand mal, finalement. Donc voilà, après on peut continuer. La ville des courtes distances. Vous allez voir après la place que je vais lui donner, elle a une place tout à fait importante. Et c'est pas ça qui tout seul permet de réduire la longueur des déplacements. Parce que, donc, je vous rappelle, on se déplace en moyenne 1 heure par jour. Donc, si vous avez votre boulot de l'autre côté de la rue, dirait l'autre, disons pas loin de chez vous, vous allez gagner du temps. Mais en fait, on ne gagne jamais du temps. On en profite pour aller plus loin sur d'autres types de déplacements. Donc, par exemple, les déplacements de loisirs. C'est ce qu'on constate. Les gens qui ont la chance de travailler assez près de chez eux, souvent, le week-end, se font des petites escapades sympathiques. Globalement, ils ne réduisent pratiquement pas les kilomètres parcourus. Ça s'appelle un effet rebond, si vous connaissez le terme. Donc, bref, voilà, encore un... Et puis la voiture électrique, elle peut être aussi classée là-dedans, finalement, puisque, alors c'est un peu plus compliqué, mais la voiture électrique, elle réduit effectivement, il n'y a aucun doute, les émissions de gaz à effet de serre. Alors c'est déjà assez discuté, l'ADEME dit les 2 tiers, en gros à peu près les 2 tiers, voire même 70%. Alors on se dit, on tient quelque chose de bon quand même. C'est lié, vous le savez bien, au mix énergétique, c'est-à-dire au type, à la façon dont on produit l'énergie en France, qui est surtout nucléaire, okay, avec d'autres problèmes que vous imaginez bien. Mais, donc dans les autres pays, dans un pays comme l'Allemagne, c'est pas du tout intéressant, la voiture électrique, ni en Chine, c'est une aberration dans ces pays, puisque l'électricité est produite encore largement à coup de lignite en Allemagne, de charbon en Chine. Bon. Donc la voiture électrique, ok, en France ce serait bon, sauf que tout dépend de son usage réel. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est bon si on l'utilise vraiment intensément, car elle émet surtout des gaz à effet de serre dans sa fabrication, notamment de la batterie, puis ensuite, elle émet beaucoup moins de gaz à effet de serre en circulation. Et dans cette phase-là, pour que les émissions produites lors de la production soient compensées par la circulation, il faut circuler beaucoup. Il faut au moins faire pas mal de kilomètres pour que la voiture électrique soit effectivement rentable. C'est très discuté, 30 000, 40 000, 50 000, peut-être plus kilomètres, ça dépend des hypothèses. Et comme elle a une autonomie assez faible, elle est utilisable surtout comme deuxième voiture et pas forcément de façon très intensive. Donc tout ça c'est assez discuté, assez technique,
ça m'écarte un peu du sujet. Enfin, en tout cas, tout ça pour dire que ces solutions qu'on croit frapper du coin du bon sens, il n'y a qu'à télétravailler, etc. Enfin, toute la liste, là, et il y en a d'autres encore, c'est pas si simple. Quand on gratte, on s'aperçoit que c'est vraiment pas si simple. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, on ne traite pas le problème à la source. Ce sont des mesures palliatives. C'est-à-dire qu'on tape à côté en espérant que, miraculeusement, les automobilistes accepteront. On peut prendre le vélo, parce que je crois qu'il y a quelque... Encore. Le vélo, on aimerait bien que les cyclistes soient surtout d'anciens automobilistes. Hélas, c'est rarement le cas. Voilà, alors, dans quelle proportion ? 5-10% seulement des nouveaux cyclistes sont d'anciens automobilistes, à peu près. Alors, prenons le VAE, le vélo assistance électrique, c'est bien plus. On est pratiquement à la moitié. Waouh, voilà, le VAE prend vraiment de la... Oui, mais c'est pas ce que vous croyez. On pense que c'est quelqu'un qui est un salarié, qui, avant, allait au travail en voiture, qui soudain se met au VAE. Eh bien non, c'est essentiellement, pour moitié au moins, des retraités qui, quand ils passent à la retraite, se disent on n'a plus besoin de deux voitures, mais on va renoncer à une voiture pour se faire des balades en VAE. Pourquoi pas, après tout. Sauf que c'est pas du tout ce qu'on imaginait. Hein. C'est pas le report modal, le report sur un autre mode qu'on imaginait. Hein. Voilà. Et des surprises comme ça, on en a sans arrêt. Mais qu'on gratte, vous voyez, c'est bon. Donc vous m'avez compris, ce qui est efficace, c'est de traiter le problème à la source. Ça, c'est efficace. Mais ça, c'est, comme je le dis là, a priori, beaucoup moins populaire. C'est pour ça qu'on ne le fait pas. Ou qu'on ne veut pas le dire. Donc, on va reprendre les 5 thèmes de l'ADEME, là, assez vite. Réduire la demande. Oui, voilà. Il faudrait réduire la demande à la source. Et bien, pour cela, il faut réduire les distances parcourues. Ça, c'est très efficace. Et comment réduire les distances parcourues ? Comme on a vu que c'est en bonne partie lié à la hausse des vitesses, si vous réduisez les vitesses, vous réduisez les distances parcourues. C'est pas si simple, parce que c'est pas réversible comme ça aussi simplement. Hein. Globalement, si on ne peut pas aller vite, on va moins loin. Ça va pas être fait à court terme, mais peu à peu, on va s'habituer à aller moins loin, si on peut aller moins vite. Bon, donc ça veut dire concrètement que des mesures comme le 110 km/h sur autoroute, le 80 km/h sur route, hein, je sais que c'est explosif tout ça, le 30 km/h en ville, un peu moins déjà, oui, c'est des mesures tout à fait efficaces pour essayer d'arrêter d'aller toujours plus loin. Donc, quand on fait si on fait la 147 à la place d'une route où on va à 80 à l'heure, donc 130 à l'heure, en fait, très exactement, j'ai lu le dossier, 122 km/h au lieu de 64 km/h, 123 km/h au lieu de 64 km/h, c'est ça, les chiffres du dossier. Évidemment, si vous augmentez la vitesse comme ça, vous allez faire exploser les distances parcourues. Que vous le vouliez ou non, c'est clair. Donc, et puis en plus, en allant à 130 à l'heure, vous polluez beaucoup plus qu'à 80, à presque le double. Parce qu'il y a la résistance aérodynamique, le vent, si vous voulez, dans la voiture. Bon. Et donc, la 147, c'est une aberration écologique. Voilà, c'est mon point de vue.